Les news de Jarod sont là pour vous informer de tout et n'importe quoi. Mais seulement après réflexion. Bonjour les petits loups, ça commence tout de suite. Et la lune, ça ne fait pas peur. Bras levés, le meilleur comme le pire. Ce n'est qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Attendez, là, c'est très important. C'était une réinterprétation du titre de la philosophe Abel Bent, Ma philosophie. Philosophe, vous croyez que je me moque d'elle ? Non, pas du tout. Je vais vous prouver qu'elle est effectivement philosophe. Regardons tout de suite la définition de philosophie. Alors c'est un ensemble d'études, de recherches visant à réfléchir sur les êtres, les causes premières et les valeurs humaines envisagées au niveau le plus général. On distingue 2 points. L'ensemble des conceptions philosophiques propres à une personne, groupe social, à une époque. Donc là, on est vraiment dans l'idée d'Abel Bent. C'est une conception philosophique propre à une personne. Un autre sous-point, c'est une matière d'enseignement qui englobe généralement ces études ainsi que la morale, la psychologie, la logique et la métaphysique. Et là, autre sens, c'est un second gros point de la définition, c'est l'étude des principes généraux d'une branche de connaissance ou d'une activité humaine. La philosophie des sciences, de l'histoire ou du droit. Je pense qu'à la lecture de ces définitions, on a quelque chose d'assez clair qui se matérialise en tête, parce qu'on a effectivement une idée de la philosophie, et on la raccroche effectivement très bien à ces définitions. Maintenant, si on se penche un peu mieux sur ces définitions. Ensemble des études, des recherches visant à réfléchir sur les êtres, les causes premières, etc. L'ensemble des études, est-ce que les recherches, par exemple, médicales, sont de la philosophie? Normalement, on appelle ça plutôt de la science médicale, voire de la biologie. Est-ce que un ermite qui s'est isolé au fond d'une forêt pour réfléchir sur les êtres, les causes premières, les valeurs humaines envisagées au niveau le plus général est un philosophe? Ça se discute, c'est vraiment pas ça qu'on avait en tête lorsqu'on a lu la définition. Pourtant, cette définition correspond bien aux 2 cas que j'ai énoncés, le cas scientifique ou le cas de n'importe qui réfléchit à cela, fait de la philosophie. Et ce n'est pas une erreur parce que effectivement, cette discipline n'a pas de règles établies. Les définitions sont faites par rapport à la tradition. Qu'est-ce qui est fait généralement dans ce champ d'études? Et pour nous, on ne va pas aller voir la définition, on va simplement se dire ça c'est de la philosophie ou ça ne l'est pas en fonction de ce qu'on ressent à la lecture ou à l'écoute d'une proposition. Tout de suite on va dire Pythagore c'était un mathématicien, Kant c'était un philosophe, tout de suite on le sait. Pourquoi? Parce que Pythagore faisait des maths et Kant faisait de la philosophie. Voilà, c'est un raisonnement circulaire. Il est philosophe parce qu'il est philosophe ou il est mathématicien parce qu'il est mathématicien. Et d'ailleurs pour l'anecdote, Pythagore était aussi philosophe. Donc on voit très bien que la philosophie c'est un domaine très vaste, c'est un domaine mal délimité. On se propose de voir une définition donnée par Monsieur Phi dans son livre Curiosité philosophique. La philosophie est une discipline qui s'efforce de répondre de façon rationnelle à certaines questions importantes. Mais si vague et inclusive que soit cette définition, elle est déjà assez précise pour exclure davantage que je ne le voudrais. Effectivement, ici Monsieur Phi fait mention de la rationalité qui n'est pas présente dans tous les textes philosophiques. Et attention, je parle pas seulement de textes de Bébert, pilier de comptoir, mais je parle de grands philosophes. Par exemple Nietzsche, au fur et à mesure de sa carrière, avec l'âge, il va de moins en moins justifier ses propos. Il sera de moins en moins rationnel. Voilà, et c'est un exemple parmi d'autres. Certains iront même à l'encontre de la rationalité pour défendre leur thèse, à l'encontre des preuves ou des arguments rationnels pour essayer de développer leur thèse. Donc la philosophie, c'est vraiment réfléchir à une question. Et n'importe qui peut se déclarer philosophe. Après, ce qui fait vraiment le statut philosophe, c'est la reconnaissance par le public. Nietzsche a écrit que les choses qui doivent être justifiées ne méritent pas d'être dites quand même. Avec cette logique-là, on n'aura jamais fait de démonstration. Toutes les démonstrations mathématiques, toutes les démonstrations de phénomènes physiques n'existeraient pas si on avait suivi ses conseils. Et la transmission de la connaissance aurait pris un gros coup dans l'aile. La philosophie peut être définie comme un grand blob, un blob immense, mais on peut aussi le découper par champ d'études. Philosophie naturelle, philosophie de la morale, philosophie politique, voire philosophie des sciences, épistémologie, etc. Est-ce que tout se vaut? Eh bien, on peut trouver une autre catégorisation de la philosophie que les champs d'études, qui est la suivante, une scission entre le contenu philosophique continental, dit continental, et le contenu philosophique analytique. Dans le premier, on va considérer que la philosophie naît d'une volonté littéraire. Il s'agit d'être éloquent, de bien comprendre les choses pour bien les exprimer. La mouvance continentale, c'est l'art de l'éloquence. Il faut voir le monde d'une certaine manière, du mieux possible, mais surtout, il faut le restituer avec les mots. On va retrouver
trouver de l'adoration sur la formulation, les punchlines, ou autrement dit les aphories. Ce sont des petites phrases entre guillemets qui se suffisent à elles-mêmes, qui se suffisent à s'expliquer elles-mêmes et à expliquer une problématique et qu'on va retrouver citées dans les pages Facebook, sur Instagram, etc. Dans ce mouvement continental, on va également retrouver beaucoup de choses sur la spiritualité, l'ésotérisme. Les gens qui ne veulent pas s'attacher à l'expérience, au réel, vont vouloir exprimer de très grandes idées, plus grandes que la réalité d'ailleurs, et donc ils vont se retrouver dans cet amour de la philosophie pour les bons mots, les belles images, l'étonnement, les textes qu'on ne comprend pas, parce qu'ils ne s'attachent à rien de réel justement. On a aussi dans cette façon de faire la philosophie l'idée qu'il faut penser par soi-même. Donc il ne faut pas regarder ailleurs, il faut s'intéresser à ce qu'on aime, à ce qu'on veut vraiment. Et on va éviter de comparer. On prend un auteur et on embrasse l'ensemble de sa philosophie. Et finalement, c'est ce qu'on aime. Enfin, je suis pas sûr de ça, mais en tout cas, c'est ce que les médias aiment mettre en avant. C'est ce que l'éducation nationale a tendance à faire. C'est de prendre des auteurs et en quelque sorte les déifier pour présenter l'ensemble de leur philosophie sans aucune critique, sans aucune contradiction et les présenter tour à tour, un à un. Et au final, on aura appris des textes, on aura appris des philosophes, mais on n'aura pas appris l'esprit critique. L'autre façon de faire de la philosophie, c'est l'analytique. On va effectivement prendre l'ensemble des auteurs, comme en continental, sauf qu'on va vraiment le faire. On va vraiment les prendre ensemble. On va critiquer leur méthode, on va les comparer, et la formulation des mots, c'est bien joli, mais ça ne sert pas à l'analyse méthodique de recherche de la vérité. La beauté des mots, bon, ça va 5 minutes, mais si on veut répondre aux grandes questions de l'univers, il faut peut-être s'attacher plus au sens des mots qu'à leur tonalité. Et donc, la première exigence de cette philosophie, c'est la rationalité. On veut un raisonnement logique, on veut un raisonnement valide. On veut des axiomes de départ, des prémices, des affirmations sur lesquelles repose la réflexion, qui soit vrai, ou en tout cas le plus fiable possible. Et c'est pourquoi prendre juste les auteurs tels qu'ils sont pour lire leurs textes tels qu'ils sont, c'est de l'histoire de la philosophie, et ce n'est pas de la philosophie pour le courant analytique. Je vous laisse mettre pause à l'image pour voir 2 citations, l'une de Stephen Hawking, donc grand scientifique maintenant décédé, qui disait que la philosophie était morte, mais lorsqu'il écrivait le livre Le Grand Design, The Grand Design, faisait de la philosophie. Comme quoi, la philosophie, c'est pas juste tout et n'importe quoi, il y a quand même des possibilités de rechercher la vérité, de pouvoir réfléchir méthodiquement pour arriver à tirer certaines conclusions. Et pour l'autre citation que je vais surtout pas lire à voix haute, il s'agit de Kant, qui a défini des règles implacables de morale et qui correspondent curieusement à ce que lui pensait bon avant d'avoir réfléchi au sujet. Donc voilà, est-ce que c'est le hasard? Je ne sais pas. Donc je sais pas si vous avez compris, mais moi qui m'attache à comprendre, à chercher le vrai du faux, à trouver des explications rationnelles, il y a une façon de faire de la philosophie que je préfère à l'autre. Cela m'amène à vous parler de la naissance de la science. Un beau bébé. Et cette première science s'appelle la physique. Cette naissance de la physique a eu lieu sur la période qu'on a appelée la révolution scientifique. C'était la première révolution scientifique, donc on l'appelait la révolution scientifique. Et comme il y en a eu plusieurs, on peut l'appeler aussi révolution mécaniste. Le mécanisme est une conception matérialiste qui aborde l'ensemble des phénomènes suivant le modèle des liens de cause à effet. Cette conception rejette l'idée d'un finalisme, selon laquelle des phénomènes ont un but, une fin, objet d'étude de la téléologie. Ça fait penser à un certain débat Doplat-Doron. On a un philosophe qui soutient la thèse du Doplat, qui va expliquer toute sa philosophie sur la nature humaine en prenant en otage la théorie de l'évolution et en la déformant. Pour chacune de ces explications, il explique pourquoi ça a évolué en fonction de ce qu'il y a maintenant, donc en fonction de la fin. La théorie de l'évolution nous apprend en fait que tout ce qui est vivant aujourd'hui est né de combinaisons, de mutations sur les individus et de pressions environnementales qui sont allées sectionner certains individus et qui ont fait au global évoluer des espèces, tout simplement. Le second élément qui peut expliquer la naissance de la science, c'est aussi le développement des protocoles expérimentaux. C'est pas présent dans ce slide, mais j'en parle dans une vieille vidéo sur Blaise Pascal. Et enfin, un troisième élément qui a permis de faire émerger cette science, ce sont les mathématiques. Galilée, en 1623, prédisait qu'il serait nécessaire d'inventer un langage commun autour duquel tous les chercheurs de vérité, tous les philosophes, pourraient se réunir pour qu'un philosophe d'un bout du monde puisse comprendre et réexpérimenter quelque chose qui a été écrit par un philosophe à l'autre bout du monde. Et c'est ce qu'a fait Isaac Newton dans son livre Principes mathématiques de la philosophie naturelle, où il a écrit ses formules, les formules de Newton, dans un livre, et il a réussi à traduire les mouvements, la physique,
en formule mathématique. Et voilà, la première science était née. C'est la rencontre de ces trois éléments, la révolution mécaniste, le protocole expérimental et les mathématiques. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça tombe un peu de nulle part tout ça? Je vous parle de philosophie qui a pu toujours être, puisqu'il n'y avait pas de méthode particulière à produire de la philosophie. Et là je vous parle de la science, pouf, c'est né, les maths et tout, mais d'où ça vient tout ça? S'il n'y avait pas de science avant, comment est-ce que ces choses-là ont pu apparaître, la révolution mécaniste, les protocoles expérimentaux et les mathématiques? Eh bien c'est parce qu'il y avait de la philosophie. Voilà. L'ancien nom de la physique, lorsqu'il n'y avait pas tous ces gages de fiabilité, s'appelait en fait la philosophie naturelle. La science est en fait une philosophie qui s'est dotée d'outils, de méthodes pour fiabiliser ses résultats et sa transmission. Ce que nous appelons philosophie aujourd'hui, c'est tout ce qui n'a pas réussi à démontrer sa fiabilité et sa capacité à corriger les erreurs. Parce que sinon, on appellerait ça de la science. Il y a certains cas de science, comme la sociologie par exemple, où cette science n'a pas développé suffisamment d'outils pour fiabiliser ses données. Elle peut faire des sondages localisés, temporellement et géographiquement, en tirer des conclusions localisées géographiquement et temporellement, mais elle produit des règles qui ne sont pas généralisables. C'est pourquoi la sociologie va se compléter avec des réflexions de philosophie. Et rappelez-vous, ce qui est philosophie n'a pas développé les outils nécessaires pour s'auto-corriger et être aussi fiable qu'une science. C'est pourquoi il faut être prudent avec les résultats de sociologie. Et pire, il y a même des personnes qui vont arguer que parce qu'il y a de la philosophie dans la science, alors la sociologie est une matière supérieure à toutes les autres, une science qui doit les guider toutes, alors que c'est totalement l'inverse. La physique est la mère de la science sociologie. Tout ce qui a lieu dans le réel, qui a un effet sur les objets physiques, font partie du domaine de la physique. Et la sociologie deviendra aussi fiable que la physique lorsqu'elle pourra expérimenter et produire des modèles mathématiques fiables. Si on vous dit que la socio est autre chose que de la science, autre chose qu'une science dure, alors on essaie de vous manipuler. Même si la sociologie tente de décrire quelque chose qui n'est pas palpable, il s'agit bel et bien d'un dérivé de la science physique. Ces aficionados la défendent en mettant en avant l'adjonction de philosophie dans leur méthode. Mais c'est justement ça qui leur rend peu fiable. Pour vous appreniez à mieux cerner ce qu'est la philosophie du point de vue analytique, je vous propose le cours introductif de philosophie des sciences d'Étienne Klein. C'est magistral, j'adore. Grâce à lui, vous ferez mieux la distinction entre science et philosophie. Et attention, pas la philosophie style continental, la philosophie analytique. Une façon de raisonner qui permet d'aboutir à des questions rationnelles et un peu plus fiables que ce qu'on peut faire accoudé à un comptoir. Hop, c'est un petit extrait. Il a écrit plusieurs livres, dont l'un qui est très célèbre, qui s'appelle La philosophie du non. La philosophie du non, c'est-à-dire l'idée que la science peut proposer des idées, des hypothèses, qui reçoivent de la part de la nature, qui est censée être décrite par elle, une réponse négative. Il y a des situations dans lesquelles la nature dit non, vos idées ne sont pas les bonnes. Et ça distingue la philosophie des sciences, et les sciences même, de la philosophie tout court, qui n'a rarement à sa disposition, au contraire, des objections qui puissent la réfuter. À part peut-être les objections logiques. Il balance du lourd. Merci Étienne, Monsieur Klein. Eh bien écoutez, c'est tout pour moi. Abonnez-vous, likez, clochez et laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai envie de développer la chaîne et ça c'est absolument indispensable que vous fassiez un petit peu de remue, de brassage dans mes vidéos. Voilà, pour faire monter l'algorithme. Allez, je vous dis à la prochaine les petits loups.